Impeccable. Comme vous le disiez, je suis Anaëlle Durand et je travaille au sein des décodeurs du Monde. Donc, Le Monde, je pense que vous connaissez, lemonde.fr aussi. Et les décodeurs, c'est un service. D'abord, au départ, on était un blog hébergé sur lemonde.fr en 2009. Et ensuite, c'était d'abord à visée politique, vérification des faits, vérification des déclarations politiques. Et puis ça s'est... Ouais, ils tiennent pas... Ouais, voilà, mieux encore. Parfait. Voilà. Et ensuite, on a élargi nos missions à des missions d'explication et on est devenu un service à part entière en 2014. Donc c'est une équipe qui est quand même assez importante aujourd'hui. On est presque une quinzaine de personnes en comptant les chefs, mais avec des missions extrêmement variées. La spécificité par rapport à d'autres services du journal que vous pouvez connaître, c'est qu'on n'est pas sur une seule thématique. On n'est pas international, environnement, société, etc. On est donc vachement lié à l'actualité et en réaction aussi, justement en vérification, etc. On a plusieurs missions. Notre slogan, c'est « Venons-en aux faits ». Et c'est un peu ce qui resserre tout ce que nous, on essaye de faire, c'est-à-dire trois piliers, la vérification au départ de la parole politique, puis de la parole publique, puis de plus en plus de la parole sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur Twitter, des rumeurs en ligne, de la désinformation. Et donc on ne manque pas de travail à ce niveau-là. C'est ce qui est le plus connu à l'extérieur. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi beaucoup d'articles de type explicatif, pédagogique, sur des sujets assez simples ou complexes. On n'a pas de limite dans la complexité. L'idée étant d'aller un peu plus loin que l'information des dépêches qu'on voit sur tous les sites internet. De dire, ben voilà, prenons un petit peu de recul pour expliquer les mécanismes, pour donner les chiffres principaux, expliquer pourquoi on parle de tel ou tel sujet, quelles sont les grandes problématiques, etc. Et de plus en plus, on a aussi travaillé sur la partie visualisation et données, à partir de l'idée que souvent une bonne image explique mieux que beaucoup de texte. Donc une bonne image étant souvent un graphique ou une carte ou d'autres types de visualisation ou des tableurs où on peut chercher soi-même son information, des réponses, des questions, etc. Et on a même été encore plus loin dans l'utilisation de la donnée parce qu'on utilise aussi des énormes quantités de données dans le cadre d'enquêtes de type leaks. Par exemple, tout ce qui est les Panama Papers, c'est le service des décodeurs du Monde qui s'en est occupé. Donc l'idée est de récupérer des masses et des masses d'informations, de les structurer et d'y chercher les choses intéressantes. Donc on a vraiment un usage de la donnée qui peut partir du simple déclaration d'un chiffre dans une matinale radio ou sur un post Facebook à analyse de téraoctets de données financières, hein, la plupart du temps, mais qui peuvent être textuelles aussi. Donc pour ça, on a une équipe donc, avec des rédacteurs. Moi, c'était mon cas, je suis maintenant chef de service adjointe, mais j'étais juste simple journaliste sans formation particulière à la donnée ou à l'analyse, et j'ai un peu appris sur le tas. On a aussi des gens qui font du développement pour récupérer des flux, mais aussi pour créer des outils, des outils de visualisation, des outils graphiques aussi. On a dans notre équipe pas mal de gens qui ont une appétence cartographique et des réflexions aussi sur la façon dont on raconte les histoires, parce que finalement on fait quand même du journalisme d'abord, donc on raconte quelque chose en partant d'un point A à un point B en essayant d'attraper les lecteurs. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au départ, mais la spécificité par rapport à l'écosystème du Monde, c'est qu'on est historiquement un des rares services du journal qui délivre l'information gratuitement. C'est-à-dire que la plupart des contenus maintenant sont derrière un paywall. C'est la façon dont on paye nos journalistes, donc c'est un modèle économique. Et l'idée des décodeurs, c'est d'être une porte d'accès un peu plus démocratique. C'est vraiment, notre but est de parler au grand public, à tous. Idéalement, on peut espérer que nos articles soient accessibles pour un lycéen qui prépare un exposé, pour le partager à votre belle-sœur qui se demande l'intérêt de la 3e dose, etc.
Et donc le data journalisme, c'est un peu ce qui nous rassemble. Et on fait de l'investigation. Donc voilà, ça c'était pour la présentation de qui je suis et pourquoi je suis là. Et pourquoi nous, en tant que journalistes, pour nous c'est hyper important d'avoir accès aux informations. Et les informations, c'est la donnée, c'est aujourd'hui une part importante des informations. Dès qu'on fait un sujet, c'est vrai que spontanément on réfléchit à et comment c'est ailleurs, et combien ceci, et depuis combien de temps, et comment ça se passe. Et tout ça, finalement, on peut y répondre par des tableaux avec des chiffres. Pas seulement, mais entre autres. Donc, on est avant tout des journalistes, donc on fonctionne en conférence de rédaction, en réflexion générale par rapport à l'actualité, en réaction à ce qu'il y a dans l'air du temps, sans avoir une thématique unique ou imposée. Donc, l'environnement fait partie de nos réflexions, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de travail au moment des élections. On fait beaucoup historiquement de données électorales, d'analyse post-électorale, d'explications de vote, etc., d'explications de comment on vote aussi. On fait pas mal de choses sur les données socio-économiques, on a fait beaucoup de trucs sur les inégalités hommes-femmes, et l'environnement au sens large, le réchauffement climatique, les questions liées aux pesticides, les questions de pollution atmosphérique, c'est quand même quelque chose qui, au sein du journal, fait partie d'une ligne éditoriale forte. On fait partie d'un des premiers journaux en France à avoir eu un service planète. C'est quelque chose sur lequel on est ancré, donc on essaye quand même très régulièrement de porter ces thématiques, soit au fil de l'actu, soit sur des temps plus longs. Donc là, c'est un petit peu une présentation générale de ce qu'on fait. Bien évidemment, l'année dernière, donc toute l'année 2020, en gros, on a été extrêmement accaparé par la crise du Covid. On a fait énormément d'explications, de vérifications, de fausses rumeurs, et aussi, peut-être c'est ce qui vous intéresse le plus dans ce qu'on a fait, toutes les parties tableaux de bord de suivi de l'épidémie. Donc il n'y a pas que Guillaume Rosier à avoir fait des tableaux de bord, il y a aussi nous et plein d'autres journaux. Et ça nous a beaucoup... Enfin, nous, on n'avait jamais eu la possibilité de travailler comme ça avant, c'est-à-dire d'avoir un article qu'on avait mis un certain temps à créer et à structurer et à penser visuellement avec une progression, une visualisation, plusieurs types de visualisation. On a deux tableaux de bord, une d'abord sur le Covid, l'autre sur la vaccination, et qui se met à jour en temps réel, c'est-à-dire idéalement, on le pose en ligne, et puis si on revient tous les jours, on a les nouvelles données. Et puis de temps en temps, tous les 2-3 mois, on se dit tiens, on va rajouter un graphique sur la disponibilité des vaccins, un graphique sur les rappels vaccinaux, etc. Et puis on a la chance de derrière avoir récupéré les données justement sur les sites directement en temps réel. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui a vraiment émergé avec la crise du Covid. Le ministère de la Santé, alors ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique, mais une fois que c'était lancé, globalement, le prix était pli. Je recommence. Le pli était pris et ça marche vraiment bien pour nous. C'est un vrai plus, c'est-à-dire qu'ils mettent des données en ligne et ils les expliquent. Ils expliquent aussi, bah, voilà tel indicateur et ses limites. Voilà comment on a calculé, par exemple, quand l'adresse parle des hospitalisations par statut vaccinal. Eh ben, ils envoient un premier jeu de données, puis au bout de 3 semaines, ils renvoient un truc en disant finalement, on a réfléchi et nos calculs sont plus cohérents si on enlève les moins de 20 ans parce que ils sont jamais à l'hôpital, donc ça faussait toutes les données. Dans ces cas-là, nous, on suit, on refait un article avec la nouvelle méthodo, on explique la méthodo. Donc, c'est-à-dire, on récupère pas juste comme un tuyau et on rebalance, on réexplique aussi toute la partie pédagogique qui va avec, quoi. Dire, voilà d'où vient ce chiffre, comment il a été construit, et on n'hésite pas non plus, on a fait des articles entiers d'explications pour dire pourquoi ce chiffre-là est un peu faible, ne peut pas être utilisé tout seul, pourquoi celui-là est plus cohérent. Pour nous, c'était vraiment le Covid pour ça, et la partie crise sanitaire a servi de cas d'école. Tout d'un coup, les gens, n'importe qui à l'extérieur, pas forcément des gens qui sont particulièrement scientifiques, etc., se sont intéressés à des données, à des pourcentages, à des taux de ceci, cela. Donc c'était le moment pour nous de faire toutes ces explications. Donc ça, c'était le Covid, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire l'équivalent. Nous, ce serait un peu notre rêve d'avoir l'équivalent d'un tableau de bord, par exemple énergie, climat, pour savoir... je ne pense pas qu'on puisse imaginer en temps réel, jour après jour, combien on dépense d'énergie dans les transports, mais on peut penser quelque chose
sur je sais pas, un mois par exemple, avec des données qui se réactualisent et une partie explication, dire ben voilà la balance énergétique, voilà la partie consommation des ménages, voilà la partie... Enfin, on essaye énormément de... On aimerait avoir ce genre de choses. C'est pour le coup du travail de long terme et du travail pour lequel on a besoin de développeurs back et de réflexion aussi visuelle pour que ça suscite l'intérêt et l'intérêt longtemps. Parce que c'est ce genre d'article, c'est pas juste publier un jour et oublier. C'est un intérêt si les gens ils pensent à y retourner tous les mois ou à chaque fois qu'ils ont un truc à vérifier. Voilà. Sinon, je vais vous donner là un peu des exemples de choses que nous on fait. Alors il y a certaines choses que j'ai écrites moi, d'autres que j'ai commandées en tant que rédactrice en chef et d'autres qu'on a travaillé à plusieurs. On a beaucoup d'articles qui sont signés par plusieurs personnes. Donc ça c'est un exemple d'un fact-checking, c'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose à la radio, on vérifie si c'est vrai ou si c'est faux. C'est quelque chose qui se fait, en gros on réagit dans les 24-48 heures max à quelque chose qu'on a entendu. Et là, du coup l'enjeu c'est de se dire... on entend quelque chose, il y a un chiffre, on veut vérifier si c'est vrai ou faux. Il faut qu'on puisse accéder assez vite à la source de l'information et comprendre si le chiffre a été bien ou mal utilisé. Donc là, c'était Xavier Bertrand. En l'occurrence, j'ai pris complètement au hasard. Hein. C'est pas rien contre Xavier Bertrand. Ou pour. Et alors là, on a assez vite retombé sur un rapport qui était un rapport du CEREMA. Et du coup, dans le cadre de l'article, ça c'est une capture de l'article, on a récupéré ce graphique et on a expliqué, on a eu un des interlocuteurs qui était l'un des auteurs du rapport et qui explique un peu les limites du chiffre. Donc ce qui était bien, c'est qu'on a donc trouvé quand même assez vite sur la plateforme ce rapport-là. Ce qui était moins bien pour nous visuellement, c'est qu'on avait un PDF et qu'on a fait une capture d'écran qui est un peu crassou. Ça aurait été plus sympa de pouvoir avoir les données et de refaire nous-mêmes notre graphique. D'abord parce que visuellement c'est plus joli, parce que c'est plus dans notre maquette, et surtout parce que si on a un vrai graphique, on peut aller regarder soi-même les chiffres. On a quand même beaucoup plus d'informations. Et ça, encore une fois, dans ce genre d'article, il y a deux facteurs. Il y a le facteur trouver les choses, expliquer, etc. Et un facteur temps, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre d'attendre une semaine avant d'avoir justement le graphique super chic. Notre article, pour qu'il soit lu, il faut qu'il soit publié dans les 24-48 heures max. Donc c'est aussi une contrainte importante pour nous, et qui n'est pas toujours évidente vu de l'extérieur. Enfin, les services de presse sont habitués, mais ça reste quand même encore à expliquer que oui, le temps fait partie des facteurs de choix d'un sujet. Par exemple, on avait fait quelque chose sur la sécheresse, donc pas cette année, mais l'année précédente, parce que c'était quelque chose, pour le coup, qu'on peut anticiper. On avait repéré déjà depuis des semaines que la sécheresse arrivait. C'est ce genre d'article, on peut avoir un petit peu plus de temps pour le faire, peut-être une semaine, 2 semaines. Donc c'est 2 personnes qui s'y sont mises et qui ont passé pas mal de temps à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut expliquer, comment on peut ramasser un maximum de données pour avoir un panorama et de ce qui se passe et de l'évolution et des explications. Donc il nous fallait un peu de profondeur historique, il nous fallait un panorama sur les différents types de sécheresse, donc expliquer aussi... expliquer l'origine des chiffres, comment on mesure et quels sont les indicateurs pertinents. Est-ce que c'est les sols? Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est... Et donc, c'était un des articles un peu riches qui était sympa. On a réussi à avoir des données de plusieurs organismes. La difficulté, c'était justement d'aller à la pêche à qui, à quelles données. Parce que c'était pas toujours évident pour nous de savoir pourquoi c'était Météo France pour un certain type de choses, mais le BRGM pour un autre, et puis je sais plus quel autre organisme pour... un troisième type de données qui nous paraissait relever de la même thématique. Et il y a un côté où on se perd un peu dans les arcanes de division administrative et on passe plus de temps en fait à identifier où sont les infos et ensuite après à les récupérer. Et souvent en plus ça veut dire qu'il faut aller individuellement demander à chacun des services de presse est-ce que vous avez ci, ça. C'est plus long. En data visualisation, on peut faire aussi des choses beaucoup plus exotiques que des tableurs. Là, c'est des données qui sont issues de AirParif. Alors, c'est toujours pareil, AirParif, on s'y intéresse quand il y a des pics de pollution et que le sujet revient très régulièrement à l'ordre du jour. Et à ce moment-là, par rapport à notre rédaction en chef, par rapport au lecteur, il nous faut assez vite des choses d'explication. Et là, c'est les jours de pollution... dans une année, c'est assez ancien, je crois que ça date de 2015.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'AirParis, pour le coup, ils ont un accès à la donnée qui est quand même assez facile. Ils sont assez réactifs. Ce qui est dommage, c'est que, en fait, on ne parle pratiquement, nous, en data, que de la pollution à Paris, parce qu'on a beaucoup de mal à trouver l'équivalent sous le même format dans les autres villes de France. Ce serait super de pouvoir faire l'équivalent sur, j'en sais rien, les 15 ou 20 ou 30 villes, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un épisode de pollution qui n'était pas à Paris, mais qui était à Lyon et à Grenoble. Et on n'avait pas l'équivalent, on n'arrivait pas aussi facilement. Alors peut-être on a mal cherché, peut-être que depuis ça s'est amélioré, mais à l'époque, c'était une de nos limites. On se disait, dès qu'on fait des articles sur la pollution atmosphérique, on est parisiano-centré, c'est dommage, parce que c'est pas un problème que parisien. Ça n'a rien à voir, c'est pour montrer la richesse cartographique. C'était les loyers et qu'est-ce qu'on peut acheter en fonction de son budget dans les différentes villes de France. Et ça, par exemple, si j'ai choisi celui-là, donc c'est issu... alors attendez que je retrouve. Ce truc-là, c'était issu de... Voilà, de l'Observatoire des loyers. Donc il y avait de la donnée super intéressante par micro-quartier et sur, pour le coup, pas seulement Paris. Donc ça nous a bien plu. C'était une idée que nous, on avait eue en se disant, à l'approche des municipales en 2019, de quoi on peut parler d'autre que de la politique politicienne, qu'est-ce qui intéresse les gens pour les municipales. Et on s'est dit que le prix des logements dans une ville, c'était vraiment d'intérêt public, pas seulement pour les propriétaires, mais aussi pour les locataires. Donc c'est pour ça qu'on était parti là-dessus. Et sur ce sujet-là, une des difficultés qu'on a eues, c'est qu'on n'a pas obtenu la donnée telle qu'elle. Il a fallu le scraper, c'est-à-dire aller récupérer... à la main avec des petits programmes qui simulent des recherches manuelles multiples. Et on n'est pas des grands spécialistes et je ne suis pas sûre que ce soit la bonne méthode. C'est assez pénible à faire, ça ne marche pas toujours très bien. Et c'est dommage, ça pourrait être fait beaucoup plus proprement si on avait accès directement à une base de données. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Et c'est dommage parce que là, par exemple, on pourrait vouloir le mettre à jour et finalement, ça nous fatigue d'avance parce qu'il faudrait repartir de zéro, tout refaire. Alors que ça va nous prendre trop de temps. Ça, c'est plus un exemple global d'un énorme, alors là pour le coup, un gros chantier de type on met un mois à faire quelque chose. C'était 2 ans de bilan écologique de Macron avec énormément de sous-items, de sous-catégories. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ses promesses. Donc là, c'est vraiment énormément basé sur de la déclaration politique, des articles de presse, etc. Mais il y a aussi une partie... aller regarder les chiffres. Une fois qu'on a regardé les déclarations d'intention, il faut aller regarder, oui, si ça a monté, baissé, etc. Donc, chacun n'était pas forcément très compliqué à trouver, c'est plus la masse, quoi. Je pense qu'il doit y avoir dedans, je sais pas si c'est pas 100 items différents qu'on a été regarder un par un, tout. Donc, mieux c'est indexé, plus c'est facile à trouver et plus on gagne de temps sur ce genre de gros projets. Et donc, une des dernières choses que je voulais vous montrer dans le type d'articles qu'on peut faire, le type de difficultés qu'on rencontre, c'est les articles. Alors c'était le cas de l'Observatoire des loyers, mais c'est le cas là pour un article sur les déchets, le recyclage, où est-ce qu'on en est en France. C'est quelque chose qui a été publié en 2018 à l'occasion de, alors c'est marqué l'actualité, le gouvernement a présenté une feuille de route, etc. Mais en réalité, des articles sur le recyclage des déchets, des occasions d'en parler, ça peut arriver tous les ans ou même tous les mois, etc. L'autre jour, il y a eu un reportage à la télé sur le recyclage. On s'est dit, tiens, on pourrait ressortir ces données-là, ce serait intéressant, ça donnerait aux gens un petit éclairage. Et on a commencé à regarder, et puis alors on avait plein de courbes, c'était chouette, ça expliquait où on en était, que c'était pas forcément... Et quand on va chercher les sources, en se disant, nous, à chaque fois, on écrit la source et un lien pour que les gens puissent retrouver la donnée brute, et poum, on tombe sur des liens cassés. On est très triste à ce moment-là. Des liens cassés qui disent, bon, après, on peut accéder à l'accueil, etc., au moteur de recherche. Alors, on se dit, chouette. Et on tombe là sur quelque chose, pour le coup, qui est quand même une petite bibliothèque, on se dit, voilà, qui est bien organisé. Le bilan 2018 de la production de déchets. Alors là, par exemple, je vois 2018, je me dis, ah zut, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de plus récent. Mais samedi, dernier résultat, ça a été mis en ligne en juin 2021. J'aurais pas mieux. Au moins, ça, c'est chouette. J'arrive et je me dis, bon, 2018, c'est pas ce que je voulais, mais j'aurais pas mieux. Voilà, j'ai l'information en 1 seconde. C'est bon, c'est ça qu'il faut que je prenne. Hop, je télécharge le PDF et j'ai plein de chiffres dedans. Mais quand je veux les données brutes, en fait, quand je regarde les données associées, vous voyez, c'est en bas de la page, là, j'ai plus que 2 graphiques.
Pareil, déception, quoi. J'étais partie de quelque chose où je me suis dit, je vais mettre 2 minutes à rajouter les derniers chiffres des 2 dernières années. Et en fait, finalement, quand j'arrive, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors que la promesse de base, je m'étais dit, oups, j'en ai pour 2 heures et cet article, je peux le réutiliser. Donc voilà, ça c'était un exemple de déception. Ça arrive. Et en fait, c'est un peu la difficulté globale, c'est que on a souvent des idées, des envies, des choses très ambitieuses ou des choses très simples mais qu'on peut avoir rapidement. Et puis on se rend compte que pour une raison X ou Y, eh ben, en fait, cette chose qui a l'air simple et facile, eh ben, ça va nous mettre beaucoup plus de temps que prévu, ou en fait la donnée, elle n'est pas exploitable en l'état. Il faut aller la chercher tout seul avec les dents, ou il faut la retrouver sur un PDF. On voit bien la courbe, on a très envie de la voir, cette courbe sur notre article, et puis en fait, on n'a pas les données pour la reconstruire nous-mêmes, donc on ne sait pas trop quoi en penser. On ne va pas la décalquer à la main, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc voilà, c'était un panorama, donc pour vous dire que pour nous, l'accès à la donnée, c'est important parce que c'est la source de l'information, plus que dans d'autres services du journal qui sont beaucoup aussi basés sur les témoignages, le reportage, qui sont des sources journalistiques, des genres journalistiques super importants. Mais pour nous, on essaie de revenir aux faits, à la base, aux données, aux infos, aux chiffres, aux explications. C'est notre matière première. Et il y a des moments où on se casse les dents sur des choses qui sont bêtes et faciles, je pense, à corriger. Notamment la complexité de savoir à qui on va demander quoi ou dans quel arcane de la sous-direction, etc. on va chercher les informations. Ça, c'est compliqué. Passer par des services de presse aussi qui eux-mêmes ne comprennent pas forcément ce qu'on cherche. Comprennent pas parce qu'ils pensent qu'on veut juste un chiffre. En fait, non, on veut toute la série temporelle sur 36 endroits géographiques et ils voient pas forcément la différence que ça fait. Si je leur demande un rapport des données et qu'ils m'envoient un rapport en PDF ou en Word, je suis pas contente non plus, etc. Ça, c'est des choses qui nous arrivent tous les jours et qui nous agacent. Bon, je vous ai montré les sites internet où les données sont cassées, où c'est pas... Ça, on peut essayer de retrouver, mais ça arrive quand même assez souvent d'avoir une impression de richesse et puis finalement, quand on regarde et quand on clique, on tombe un peu sur du vide. Et puis la difficulté d'avoir des données dont on ne sait pas si elles vont être actualisées, quand, si c'est les dernières données ou pas, quelle est leur solidité. L'idéal, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire d'avoir des données qui sont faciles et rapides d'accès. Là, moi, quand je suis arrivée sur le portail, là où je voyais par thématique, le dernier rapport, la date, les dernières données, déjà, je me dis, ah ça y est, on a pas mal d'informations. Bon, idéalement avec un moteur de recherche, etc. Nous, on aime bien travailler aussi avec Eurostat. Eurostat, ils ont un vrai moteur de recherche. Alors, il est un peu moins ergonomique, mais quand on cherche quelque chose en particulier, on trouve vraiment des choses extrêmement précises et on est sûr que ce sera toujours formaté de la même façon et depuis des années. Donc, c'est très rassurant. Pour la réactualisation, notamment, on n'a plus qu'à rajouter 3 lignes, quoi. Donc les PDF, les images, c'est chouette, hein. C'est une très bonne matière, entrée en matière, et pour un certain nombre de choses, ça nous suffit. Pour certaines autres, ça ne nous suffit pas, et c'est très frustrant. Et puis, on a toujours cette difficulté inhérente au journalisme, c'est-à-dire ce qui nous intéresse aujourd'hui ne nous intéressera pas forcément dans 3 semaines. Et s'il y a des sujets qu'on est obligé d'abandonner parce qu'on a trop de temps en fait entre le moment où on effectue une demande et le moment où on a une réponse. Alors, que les données n'existent pas ou qu'elles soient protégées pour des raisons politiques ou économiques, c'est le cas de beaucoup de données d'entreprises, pourquoi pas. Mais moi, à la limite, j'aime autant qu'on me dise directement non, vous ne pourrez jamais avoir accès à telle chose, qu'on me fasse poireauter 10 jours parce qu'il a fallu passer par un service qui me donne accès à telle personne qui n'a pas compris ma demande, qui passe 2 jours suivants à m'envoyer quelque chose qui n'est pas ce que j'avais cherché, etc. Du coup, ça tue un peu notre enthousiasme. Voilà, donc c'est vrai qu'on a besoin à la fois d'accès direct, d'accès par des portails, et puis en même temps d'avoir quand même des interlocuteurs de temps en temps. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert pendant la crise du Covid, d'avoir aussi la partie explication sur que valent ces données, quoi. Moi, j'aime bien que quelqu'un me dise, ben voilà, ce chiffre, ce rapport, on vous le donne, on l'a construit comme ça. Par contre, sachez qu'il manque 10% parce qu'on n'a pas réussi à avoir les informations sur la région, je ne sais pas quoi, ou ça surestime tel ou tel facteur. Ben, à nous, après, on a suffisamment de jugeote pour se dire, ben, ce chiffre, il est vraiment
est vraiment trop faible, on ne le reprend pas, ou alors on le reprend, mais on donne les précautions d'usage et on explique les limites dans le cadre de notre article. Et ce sera au lecteur aussi de se dire, ben, voilà l'intérêt et les limites de cette donnée. Voilà, donc c'est ma conclusion, c'était ça. On aime bien l'idée de pouvoir aller chercher nous-mêmes sur l'Internet des données bien fraîches qu'on va cueillir directement à l'arbre, et puis après on en fait nous-mêmes des recettes, plutôt que d'avoir des produits ultra transformés ou périmés. Voilà ce que je pouvais vous raconter de mon expérience de journaliste de données. Je ne sais pas si vous avez, s'il y a le temps pour une ou deux questions, je suis à votre disposition. Alors je dirais les deux. Non, ça dépend en fait de ce qu'on veut en faire. Parce que pour des choses là, en ce moment, sur tout ce qui est économique par exemple, ou même les changements de comportement, même écologiques liés à la crise sanitaire, on se rend compte que toutes les courbes qu'on a qui s'arrêtent en 2019 ne rendent pas compte de la situation actuelle. Il y a eu des énormes décrochages sur, par exemple, sur l'aérien, et ça, pour nous, c'est intéressant aussi de raconter ce qui se passe en ce moment et ce qui a changé. Et est-ce que, par exemple, est-ce que le confinement pour les déchets a changé les déchets domestiques et les déchets d'entreprise? Et par exemple, pour ça, ce serait intéressant d'avoir de la donnée rapide, de la donnée fraîche. Même si on se dit, ok, c'est juste une indication, ce n'est pas consolidé à 100%, ou alors c'est seulement sur une partie réduite, on est capable de nous les prendre comme telles, les expliquer comme telles, mais dire, voilà, ça nous donne un premier aperçu. Et après, effectivement, si on veut faire un tableau de bord dont on parlait, quelque chose de pérenne, quelque chose de général, on va plutôt s'appuyer sur quelque chose de sûr et certain, costaud, etc. La difficulté, c'est que consolider, en fait, il faut, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir des gens qui nous expliquent si une donnée est moins consolidée, quel est le manque, quelle est la... Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a une partie, comment dire, qui prend du temps naturellement, la remontée naturelle, entre guillemets, mais je pense qu'il va y avoir des choses qui donnent quand même des indications. En fait, je retiens que vous êtes des pairs et que vous comprenez la qualité des données comme nous et qu'on peut s'exprimer de pair à pair. C'est ça. Nous, on est capable en tout cas de dire on vous donne cette information, mais prenez-la avec des pincettes. Ça donne quand même une orientation. Alors, si elle est vraiment nulle, on ne la prend pas, bien sûr, mais de la même façon que si vraiment vous trouvez que votre donnée, elle ne tient pas la route, même non consolidée, vous n'allez sûrement pas la partager. Si vous avez quelque chose qui est quand même pas mal, c'est dommage d'attendre 3 ans. Oui, alors les exemples que je vous ai montrés, c'était beaucoup des données qu'on avait récupérées. Donc là, on redonne l'endroit où on les a cherchées, mais ça nous arrive de les produire effectivement quand on... Par exemple, en 2017, on a travaillé sur les députés LREM. Ça n'a absolument rien à voir avec l'environnement, mais... Et on a cherché des informations sur chacun et savoir un peu d'où ils venaient, s'ils venaient de l'entreprise, etc. Qui étaient des informations publiques, hein, que des choses qu'on a trouvées sur leur bio, etc. On en a fait une enquête, on a fait une enquête data, et on a mis à disposition les infos brutes sous forme de tableau sur un Google Sheet partagé. Après, par exemple, sur tout ce qui est leaks, OpenLux, etc., qui sont des révélations sur les pratiques frauduleuses de particuliers ou d'entreprises, on produit de la donnée. On les agrège, on les traite, on les filtre. À la fin, cette donnée, elle est à nous. On ne la partage pas forcément en open data parce qu'il y a des informations confidentielles. Il y a des choses qu'on partage, il y a des choses qu'on ne partage pas pour des raisons de confidentialité, quoi, de discrétion. Mais quand on produit des jeux de données, on essaye de les mettre autant que possible. On a souvent, à la fin de nos articles data, un onglet méthodo ou comment on a travaillé et où on renvoie un lien vers les données brutes. Ah oui, bien sûr, on n'a pas inventé le data journalisme, loin s'en faut. C'est vrai qu'en ce moment, nous, on regarde très régulièrement ce que font les journaux américains, ce que fait le New York Times, par exemple, est souvent une source d'inspiration à la fois
sur l'utilisation des données, sur la réutilisation graphique aussi. Parce qu'il y a toute une partie où, là, j'ai pas montré forcément des choses très impressionnantes visuellement, mais ils arrivent à faire des choses aussi qui, juste par la réutilisation graphique et la mise en scène, c'est ce que j'appelais l'UX design, c'est-à-dire raconter l'histoire, quoi. Pas juste donner des chiffres, parce qu'on peut aussi abrutir les gens en donnant trop de chiffres et en les donnant n'importe comment sans les expliquer. À un moment, il vaut mieux donner 3 choses en prenant la personne par la main, en lui expliquant le lien entre A, B et C, ou lui permettant de chercher. Quand il y a des données géographiques, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent l'endroit où ils sont, l'endroit où est leur grand-mère, etc. Et ça fait partie aussi de notre travail à nous, de la mise en scène, quoi. Mais oui, on s'inspire énormément d'exemples américains, notamment. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous et bon courage pour la suite.